J'espère que vous avez passé une bonne matinée, que vous êtes bien restauré ce midi, que vous avez goûté cette bonne chantilly. Et puis on va attaquer l'après-midi avec l'intervention de Madame Florence Pébernès, présidente du Haut Conseil, qui est accompagnée de Monsieur Baudrier, son directeur. Et à la suite de Madame Pébernès, Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale, que je salue, parce qu'il vient de nous rejoindre, interviendra à son tour. À la suite de ces deux interventions, je vous demanderai de bien vouloir poser toutes les questions auxquelles vous pouvez penser pour avoir les réponses du Haut Conseil et de la Compagnie nationale. Je vais appeler Madame la Présidente, Florence Pébernès. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Compagnie régionale des Hauts-de-France, de m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je me rends devant votre assemblée. Vous savez, je le dis à chaque fois que je suis très contente de pouvoir profiter de ces instants pour avoir des échanges avec vous, d'ailleurs informels, qui sont souvent très très importants. Et puis vous dire aussi que je connais bien les Hauts-de-France. Je pense que vous l'avez déjà dit. J'ai présidé pendant 3 ans le tribunal de grande instance de Valenciennes avant de prendre mes fonctions de premier président à la cour d'appel d'Orléans. Merci. Donc j'ai beaucoup aimé Valenciennes, ceux qui sont de là le savent l'histoire de cette ville et la richesse de sa population, sa proximité très proche avec nos amis belges, qui eux sont francophones, les Belges francophones. Donc voilà, c'est un souvenir de ma carrière que je n'ai pas effacé du tout. Donc, ici, je viens vous donner quelques nouvelles de votre Haut Conseil, vous donner son actualité et des sujets que j'avais à cœur de traiter avec vous aujourd'hui. Mon idée, quand même, c'est que nous soyons en dialogue. C'est l'occasion, avec votre Haut Conseil, de me poser toutes les questions que vous voudrez bien, surtout si je n'aborde pas forcément les sujets qui vous intéressaient aujourd'hui. D'abord, des nouvelles du collège. Alors... Il a été renouvelé quasiment intégralement le 17 juin 2023 et 22. Et comment vous dire, vous en avez pris pour 6 ans là aussi, parce que c'est le mandat du collège. Donc merci pour. Elle est charmante en plus. Donc voilà, 6 ans de collège à partir de juin 2022, un nouveau collège, 2 nouveaux commissaires aux comptes. Il s'agit, je pense que vous le connaissez tous, de monsieur Nicolas, qui a souhaité, votre ancien président, qui a souhaité rejoindre le Haut Conseil, puisque ça fait plus de 3 ans qu'il a vendu ses parts dans un big que vous connaissez. Et puis le deuxième, c'est monsieur Dussutour, qui est un commissaire aux comptes, qui a lui plutôt, vous connaissez sûrement moins, qui a lui plutôt un profil de commissaire aux comptes régulateur, puisqu'il a beaucoup travaillé à l'autorité de contrôle prudentiel, et il a d'ailleurs aussi travaillé encore par le passé, avant que je prenne mes fonctions, au Haut Conseil. Donc c'est un commissaire aux comptes très attaché à la régulation. Nous avons aussi 2 nouveaux membres qui représentent les entreprises. Donc vous saviez que peut-être que parmi nous avions auparavant le directeur financier de Air Liquide, et il ne pouvait pas être renouvelé. C'est donc désormais la responsable internationale de la qualité chez Michelin, qui a pris la suite de monsieur Thévenin au titre des grandes entreprises. Nous avons aussi choisi pour le spécialiste de la comptabilité, qui était... Jacques Thévenin d'ailleurs, nous l'avons remplacé par Madame Calmel, qui est la secrétaire générale du Conseil national de la normalisation des comptables publics, la comptabilité publique. Et donc, compte tenu des nouveaux sujets qui vont vous être proposés à l'avenir en matière de certification des comptes publics, il était tout à fait essentiel que nous augmentions notre compétence sur ce sujet-là. Au titre des entreprises de plus petite taille, nous avons choisi un chef d'entreprise qui a créé sa propre entreprise dans la région de Nantes, parce que nous étions aussi très attachés à ce que les régions soient représentées
au collège. Et donc, c'est un chef d'entreprise. Il a créé une entreprise qui a environ 400 salariés et qui a évidemment 2 commissaires aux comptes, dont il nous parle souvent d'ailleurs, et qui est spécialisé dans Sigmatel, si vous connaissez, c'est la société Sigmatel, c'est M. Delachevannerie, et qui donc fait de la production et fourniture de matériel électrique et électronique. Nous avons gardé M. Gilles, qui lui était le spécialiste en matière de banque et assurance. M. Gilles est un des administrateurs de la BNP. Et puis, je pense vous avoir fait le tour des nouvelles nominations. Nous avons changé évidemment de président de la formation restreinte. Vous savez que c'était M. Zanotto qui était président de la formation restreinte. Désormais, c'est M. Blanc. M. Blanc est conseiller référendaire à la Cour de cassation, chargé à la chambre commerciale, bien sûr, puisque c'est la chambre qui s'occupe de vos contentieux en matière d'honoraires. Et puis nous avons conservé Madame Bellaval, qui a souhaité être renouvelée, ainsi que Monsieur Vugt. Alors Madame Bellaval était membre de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Et nous avons conservé aussi Monsieur Vugt, qui est conseiller maître à la Cour des comptes. Voilà. Et vous, donc, vous avez changé de présidente pour avoir la même. Donc, j'ai été renouvelée par le président de la République après une nouvelle audition devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, pour 6 années, à compter du 17 juin 2022. Voilà ce qu'il en est des nouveautés pour le Haut Conseil. Vous dire aussi rapidement que la commission paritaire a elle aussi été renouvelée, que 4 nouvelles personnalités désignées par la Compagnie nationale ont rejoint cette composition de 8, 4 côté collège, 4 côté Compagnie nationale, et qu'elle a repris le travail commencé par la précédente commission paritaire sur la finalisation d'une norme d'exercice, d'une norme de déontologie pour compléter votre code de déontologie. Il s'agit de 2 normes. La première a été rédigée, mais elle n'a pas encore été homologuée parce que le garde des Sceaux souhaite attendre que la deuxième soit rédigée pour voir si la profession accepte cette proposition de la commission paritaire d'une double norme. La première a pour objet de revenir sur les principes fondamentaux de votre déontologie, et la seconde sur la démarche risque et sauvegarde, essayer de vous l'expliquer pour que vous soyez plus à l'aise avec sa mise en œuvre. Nous espérons... Attendez, je vais prendre des précautions parce que je vois... Donc nous espérons finir ces travaux de l'élaboration de la seconde norme pour la fin de l'année 2022. Voilà ce qu'il en est des nouveautés du Haut Conseil. Je voulais aborder avec vous la problématique des contrôles. Il me semble, alors j'assiste à de nombreuses présentations par vos élus responsables des contrôles qualité dans la profession, et je vois bien que j'ai des ajustements et des compléments à apporter, ce que je vais faire aujourd'hui. Vous expliquer quelque chose d'abord. Pour le collège, la principale mission du Haut Conseil, qui est améliorer la qualité de l'audit en France, c'est évidemment les contrôles. Il a d'autres missions, les sanctions, les inscriptions, la coopération internationale. Bon. Mais sa principale fonction, et d'ailleurs sa mission à laquelle il consacre le plus de revenus, de ses revenus, de ses ressources, c'est évidemment les contrôles. Vous savez aussi que, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je le redis, et cette fois-ci, semble-t-il, ça ne fait plus de discussion au sein du collège, je ne souhaite pas mettre un terme à la convention de délégation qui unit sur ce point la Compagnie nationale et le Haut Conseil. Pourquoi ? Parce que je pense, et je pense déjà dit l'année dernière, que c'est une source extrêmement riche d'amélioration de la qualité, parce qu'elle repose du coup non seulement cette amélioration sur le Haut Conseil et ses collaborateurs, mais aussi sur l'ensemble des commissaires aux comptes qui acceptent, soit parce qu'ils dirigent, alors moi je les appelle les M&M's, parce que MR, CNCC, c'est je sais pas quoi. Et puis j'ai un peu d'affection pour eux, alors je les appelle les M&M's. Mais eux, et puis tous les commissaires aux comptes délégués qui vont année après année effectuer des contrôles chez vous, finalement, ils irriguent l'ensemble de la profession de ses compétences
acquises par ces professionnels de haut niveau pour les échanger avec les professionnels qui sont contrôlés. Et je ne veux pas me priver de cette irrigation que nous devons à cette délégation. Comment ça se passe ? D'abord, tout part chaque année d'une décision du collège. Chaque année, le collège, en début d'année, vers le mois de janvier ou fin janvier, début février, prend une délibération qui détermine les points sur lesquels les contrôles vont porter pour l'année suivante. Alors, on ne fait pas la révolution à chaque fois. C'est toujours les mêmes questions qui tournent autour de la table, c'est-à-dire vos procédures quand vous avez au moins 2 associés et vos mandats, ceux qui sont les plus emblématiques de votre cabinet, évidemment. Mais à l'intérieur de ces 2 sujets, le collège fait des demandes à l'ensemble des contrôleurs, qu'ils soient contrôleurs délégués ou contrôleurs salariés, sur les points sur lesquels vont porter plus particulièrement les collèges, les contrôles. Par exemple, cette année, il a décidé d'ajouter une nouveauté qui était qu'en est-il lorsque le client du commissaire aux comptes, dont il certifie les comptes, a fait l'objet d'une sanction par le ministère des Finances pour non-respect des délais de paiement. Ça fait partie de cela. Si dans les contrôles que nous allons faire nous-mêmes ou faire effectuer sur délégation, vous avez un client qui a fait l'objet d'une sanction de cette nature-là, vous allez être interrogé. L'avez-vous vu ? Et qu'en avez-vous fait ? Et on verra bien le résultat. Donc, premier point de départ, une délibération du collège qui prend les grandes orientations des contrôles de l'année à venir. Ensuite, d'un côté, une planification par les services du Haut Conseil de ses propres conseils de contrôle qui sont faits à la fois sur les mandats EIP, ça c'est exclusivement des collaborateurs du Haut Conseil qui d'ailleurs sont environ 15-17 spécialistes de l'audit, et les collaborateurs du Haut Conseil qui se réservent les contrôles non EIP des entités les plus importantes. Et puis les autres conseils, environ 1 millier chaque année, les autres contrôles sont confiés à la délégation de la Compagnie nationale qui, depuis la compagnie et les compagnies régionales, planifie les contrôles, fait agréer les nouveaux contrôleurs, enfin ceux qui sont renouvelés pour être contrôleurs. Le Haut Conseil dispense les formations en partage avec les compagnies régionales de la Compagnie nationale sur les contrôleurs délégués, et puis nous attendons donc vos travaux, nous attendons la restitution des rapports, et nous traitons tout cela l'année suivante, c'est-à-dire que c'est au cours de l'année 2023 que nous regarderons en collège les résultats des contrôles effectués en 2022, soit qu'ils aient été faits par la compagnie sur délégation ou par les collaborateurs du Haut Conseil. Je voulais aujourd'hui m'entretenir avec vous de qu'est-ce qui se passe après le contrôle. Quelles sont les possibilités, quel sort vous est réservé après que le contrôle ait été achevé. Première hypothèse, évidemment de loin, et nous en réjouissons bien sûr la plus fréquente, le contrôle s'est bien passé. Vous avez un vert. Alors vous aurez plus, parce que je vous expliquerai après pourquoi nous avons changé ça. Vous avez un vert, c'est-à-dire que le contrôle, qu'il a été fait par la compagnie sur délégation ou le Haut Conseil, s'est bien déroulé et les résultats sont satisfaisants. Rien ne se passe. On enregistre le fait que vous avez été contrôlé et probablement on reviendra vous voir dans 6 ans, puisque vous êtes non-EIP, ou dans 3 ans si vous êtes EIP. Deuxième hypothèse, un peu moins favorable, mais les choses vont quand même correctement. On va se contenter d'une lettre de suite. Là, le contrôle n'a pas été défaillant, mais on a des choses à vous dire. Donc on vous fait juste une lettre de suite en vous disant, bon, il y a peut-être un petit truc qu'on voulait vous signaler, ça ne présente pas de caractère de gravité, c'est juste pour vous permettre d'être parfaitement en accord avec ce que nous attendons des commissaires aux comptes. Hypothèse suivante, le dossier est un peu moins sympathique et il est décidé de véritablement le présenter au collège. Et quand on le présente au collège, on le présente à la formation. Alors, ce sont les directrices des contrôles, soit Madame Revuelto pour le non-EIP, soit Madame Lucas pour l'EIP.
on le présente au collège dans sa formation statuant sur les cas individuels, c'est-à-dire le collège moins les 5 membres qui composent la formation restreinte, puisque ceux-là pourraient être amenés à juger ensuite les manquements d'audit, et donc ils ne doivent pas être associés aux décisions qui suivent les contrôles. Et là, la formation statuant sur les cas individuels que je préside a plusieurs possibilités. La possibilité la moins sévère, c'est de dire on va adresser une lettre de recommandation au commissaire aux comptes ou à son unité de contrôle pour lui expliquer ce qu'il doit changer. Et nous allons lui demander, dans cette lettre de recommandation, qui fait la liste de ce qu'il doit changer, qui nous adresse dans un délai de 2 mois, une proposition de mise en œuvre des recommandations que nous lui faisons. Nous sommes très stricts sur ce délai de 2 mois et nous attendons une réponse concrète du commissaire aux comptes. Il va nous dire, j'ai déjà commencé à faire ça nécessite que je me procure WithNow, c'est ça, parce que j'ai même pas de logiciel, voilà, ça arrive. Et puis, finalement, il prend ces mesures qui sont à son appréciation. Et nous reviendrons le voir plus tard, je vous en reparlerai, pour voir où il en est de la mise en œuvre de ces engagements qu'il prend. Deuxième hypothèse, une hypothèse suivante où nous sommes un peu plus insatisfaits du commissaire aux comptes, nous demandons que cette lettre de recommandation, le collège, donc la FCI, demande au directeur général que cette lettre de recommandation soit remise en main propre au commissaire aux comptes. Ça veut dire qu'il doit se déplacer à Paris et qu'il va avoir un entretien avec le directeur général sur cette lettre de recommandation. Ce tête-à-tête est destiné à lui faire prendre conscience que nous avons été franchement déçus de ce qu'il a fait. Même chose, il devra lui aussi proposer dans les 2 mois une lettre dans laquelle il expliquera quelles mesures il a pris pour modifier ce qui doit l'être. Niveau supérieur encore de réponse que nous avons inauguré cette année, nous avons décidé pour la première fois, parce que le contrôle était vraiment inquiétant sur une structure d'exercice professionnel de forte amplitude avec un nombre de mandats extrêmement important, la formation statuant sur les cas individuels a demandé que cette fois-ci, ce soit la présidente du Haut Conseil, c'est-à-dire moi, qui reçoive, en compagnie du directeur général, le responsable du contrôle qualité dans cette structure d'importance nationale, et puis l'ensemble des signataires concernés par les manquements d'audit ou de procédure ou de formation que nous avions constaté, ce qui a nécessité le déplacement d'un nombre important de commissaires aux comptes au Conseil. Et ce jour-là, chacun s'est vu remettre nominativement sa lettre de recommandation pour ce qui le concerne, mais le responsable de la qualité et le responsable dans cette structure du contrôle a été reçu personnellement au cours d'une réunion qui se voulait explicative et exigeante. Et donc, nous avons demandé à cette structure de se transformer, tellement les demandes qui sont faites sont importantes. Nous suivons les évolutions de cette transformation. Étape suivante, quand vraiment le contrôle a révélé des manquements soit aux règles de déontologie, soit aux règles d'audit extrêmes, soit aux règles de formation, de manquement aux formations professionnelles extrêmes, la FCI décide dans ce cas-là d'ouvrir une enquête et donc de remettre le dossier d'enquête, le dossier d'audit et le dossier de contrôle au rapporteur général, M. Ramonazzo, dont vous savez qu'il est un magistrat de l'ordre judiciaire issu du parquet et qui dispose d'un service d'environ 8 collaborateurs qui sont essentiellement des commissaires aux comptes et des avocats et qui vont procéder à une enquête sur la manière de travailler du commissaire aux comptes et de sa structure. J'attire votre attention sur le fait que dans ce cas-là, lorsque le rapporteur général est saisi par moi-même sur la demande de la formation statuant sur les cas individuels, il est saisi de la situation complète du commissaire aux comptes et pas seulement du dossier d'audit qu'il nous a remis lors du contrôle. Et que c'est vrai, c'est arrivé.
que d'autres choses encore soient découvertes par le rapporteur général au cours de son enquête. Lorsqu'il a terminé son enquête, qui dure environ 12 mois, et au cours de laquelle le commissaire aux comptes, évidemment, est entendu, y compris s'il le souhaite en présence de son avocat, le rapporteur général rend un rapport d'enquête qu'il soumet à la formation statuant sur les cas individuels pour que celle-ci décide soit qu'il y a lieu de classer sans suite le dossier, parce que finalement, ce qu'elle croyait grave ne l'est pas tant que ça, que peut-être les faits sont prescrits, que le commissaire aux comptes a cessé d'exercer, enfin, des tas de motifs. Et dans ce cas-là, le dossier s'arrête et le commissaire aux comptes reçoit une lettre l'informant que l'enquête a été classée. Soit la formation statuant sur les cas individuels, et pas le rapporteur général, décide qu'il y a matière à poursuivre le commissaire aux comptes devant la formation restreinte. Et dans ce cas-là, la formation statuant sur les cas individuels va lui faire notifier des griefs. Qu'est-ce que sont les griefs? Ce sont les points sur lesquels, en regardant le code de commerce, on estime, la formation statuant sur les cas individuels, toujours que je préside, estime que le commissaire aux comptes peut être poursuivi. Un même commissaire aux comptes peut être poursuivi pour des faits de nature différente. Il peut avoir à la fois commis des manquements à ses règles de déontologie, par exemple en étant en situation d'autorévision, ou bien avoir manqué des règles à son obligation de formation professionnelle, ou bien avoir manqué à des règles d'audit, par exemple en ayant remis un dossier d'audit vide lors du contrôle. Ces griefs sont notifiés au commissaire aux comptes, qui les reçoit donc par lettre recommandée avec accusé de réception et qui peut demander, et qui a un délai pour y répondre. C'est à ce moment-là qu'il peut demander à son avocat, il vaut mieux en prendre un, donc, et plutôt un spécialisé, voilà. Et donc, il va écrire par écrit, s'il le souhaite, il n'est pas obligé, mais je le conseille, et par écrit, il va expliquer ce qu'il accepte, pas, non, conteste, tous les arguments qu'il peut faire valoir. À l'issue de cet exposé de sa défense, un rapport final va être rédigé par le rapporteur général, qui est la synthèse à la fois de son enquête, des positions qu'a prises dans sa défense par écrit le commissaire aux comptes et de sa propre réponse, s'il en a à le faire, aux moyens de défense du commissaire aux comptes. Ensuite, le dossier est remis à la formation restreinte, dont vous avez remarqué que jusqu'à présent, elle n'a jamais été informée de quoi que ce soit, puisqu'elle n'est pas dans la formation statuant sur les cas individuels qui a examiné le contrôle, elle n'est pas dans la formation statuant sur les cas individuels qui a déterminé les griefs. Pour la première fois, la formation restreinte va prendre connaissance du dossier. Donc la formation restreinte est composée de 5 personnalités. Il y a à la tête, qui la préside, un magistrat de la Cour de cassation, je vous l'ai dit, c'est M. Blanc qui a remplacé M. Zanotto. Il siège également le magistrat de la Cour des comptes, M. Gilles, qui est celui qui représente les banques, M. Dussutour, qui est un commissaire aux comptes, et Mme François, qui est professeur de droit des universités, spécialisée dans le droit de l'audit et qui enseigne à Créteil. Voilà, ce sont les 5 juges, jurys, membres de la commission qui va examiner la situation du commissaire aux comptes. Alors, comment ça se passe? Ça prend ça prend la forme d'une audition devant une sorte de juridiction, bien que la formation restreinte ne soit pas une juridiction. Ça se tient dans les locaux du Haut Conseil, qui a mis à la disposition de la formation restreinte une salle qui ressemble un peu à une salle d'audience avec beaucoup moins d'apparat. Et puis, c'est une audience qui peut être publique, enfin qui l'est, mais en même temps, peu de gens sont informés que ces audiences se tiennent, sauf les rares cas où nous avons à statuer une situation qui est suivie par la presse, ce qui nous arrive de temps en temps, je pense que vous l'avez vu, et d'ailleurs qui nous oblige dans ces cas-là à choisir une salle d'audience, soit du tribunal judiciaire de Paris, soit de la cour d'appel, pour disposer de suffisamment de place pour accueillir le public et la presse. Mais pour le reste, et dans l'immense majorité des cas, c'est évidemment dans les locaux du Haut Conseil, dans une salle qui est dédiée, et ça se déroule comme un procès normal, dans lequel le rapporteur général va exposer la situation. D'abord, le président de la formation restreinte va instruire le dossier à l'audience, donc poser des questions, interroger le commissaire aux comptes sur ce qui lui est reproché, ce qu'il reconnaît, ce qu'il conteste, etc.
Puis M. Ramonazzo prendra la parole pour dire s'il estime qu'une sanction doit être infligée au commissaire aux comptes et proposer une sanction à la formation restreinte. Enfin, c'est la règle évidemment, l'avocat ou le commissaire aux comptes, s'il n'en a pas pris, aura la parole en dernier pour prendre la défense et expliquer ce qu'il a à dire au magistrat. Enfin, à la composition de la formation restreinte. Il n'y a pas que des magistrats, bien sûr. Et puis enfin, l'affaire sera rendue 1-2 mois après, sous la forme d'un document écrit, qui s'appelle une décision, et pas un jugement, et qui explique ce qui est reproché au commissaire aux comptes, et si oui ou non, les faits ont été jugés caractérisés par la formation restreinte, et elle s'expliquera aussi, si elle prononce une sanction, pourquoi elle choisit celle-ci et comment elle l'a mesurée. Enfin, pour être complète, la hiérarchie des sanctions qui peuvent être infligées au commissaire aux comptes vont du simple blâme jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer. Voilà. Pour plus d'informations, si vous avez le temps et vraiment rien d'autre à faire, il y a sur le site du H3C un onglet qui est réservé aux décisions que le H3C a rendues en matière disciplinaire, puisque la loi oblige que ces décisions soient publiées pendant 5 ans. Voilà, j'ai été un peu complète, un peu longue, mais il me paraissait nécessaire, même si ça n'est pas très drôle et que je sens bien que l'ambiance dans la salle s'est un peu plombée, il me semblait nécessaire que vous sachiez tout cela. Pour revenir au contrôle, je voulais vous indiquer que le Haut Conseil, qui exerce désormais des contrôles sur votre activité professionnelle depuis un très grand nombre d'années, commence à bien vous connaître. Il sait, lorsqu'il est déjà venu chez vous, alors quand je dis « il », c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois les contrôleurs délégués et les contrôleurs, les contrôleurs des collaborateurs. Il sait si nous sommes déjà venus chez vous, quand, ce que nous y avons vu, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas. Et il nous a paru nécessaire, après une période de parfaite appréhension de la profession dans son ensemble, de commencer à modifier nos façons de faire. Comme vous le savez, nous avions l'habitude de faire des contrôles de faire des contrôles que nous appelons les contrôles complets, qui font en sorte qu'on examine chez vous et vos procédures s'il y a lieu et vos mandats. Nous avons décidé désormais, en nous fondant sur un raisonnement fondé sur les risques, de cartographier la population des commissaires aux comptes en fonction des risques qu'ils présentent. Nous vous avons cartographié. Sans surprise, les big, que vous connaissez bien, sont en risque 1. On va tout le temps chez eux. D'ailleurs, on est tout le temps chez eux. Si ce n'est pas chez un, c'est chez un autre. Et il n'y a pas d'année qui se déroule sans qu'on ait des sujets sur les big. C'est normal. Et d'ailleurs, on ne contrôle pas du tout un cabinet de cette taille comme un des vôtres, sans manquer de respect. Ensuite, donc il n'y a pas de risque 1 chez les non-EIP. Vous êtes classé en 2, 3, 4, 5. Ça tient à la fois à l'importance de votre structure d'exercice professionnel et au nombre de mandats que vous détenez. Par ailleurs, nous avons fait aussi un classement en fonction des mandats que vous détenez. Nous avons des mandats que nous considérons comme particulièrement sensible. Sans surprise, vous avez bien sûr les partis politiques. Sans surprise, vous avez les grandes entreprises. Vous pouvez détenir de ce genre de mandat. Voilà. Classification. Et pourquoi cette classification ? Parce qu'en face, nous allons adapter la profondeur de nos contrôles. Nous avons déterminé maintenant 6 cas particuliers, 6 cas différents de contrôle, et qui sont les suivants. Le contrôle complet que vous connaissez, qu'on a décrit tout à l'heure, que vous avez toujours connu. Le contrôle de suivi qui va se limiter seulement à aller voir chez vous ce que nous avions noté dans une lettre de recommandation qui a été suivie par vous par un plan de remédiation. Et on va juste venir vous voir, mais pas 6 ans après, pour voir ce que vous avez donné. Donc on va venir plus vite chez vous pour faire un contrôle de suivi. Alors pas l'année d'après, s'il vous faut un peu plus de temps pour modifier ce que vous avez à modifier, mais pas 6 ans après, qui a paru désormais au collège trop long, lorsque nous nous sommes trouvés en situation qui méritait qu'on vérifie un peu plus vite que les choses sont améliorées.
Troisième type de contrôle, les contrôles de mandat. Ça veut dire qu'on ira chez vous que sur certains mandats. Et puis, on ira peut-être même voir, pas le mandat qu'on a déjà vu et à qui on avait dit quelque chose, mais un mandat qui lui ressemble, à qui on n'avait rien dit, mais pour voir si ce qu'on avait dit, vous l'avez mis aussi dans le mandat d'à côté. Et puis, on fera aussi des contrôles qui se limiteront à vos procédures. Alors, peut-être pas tellement chez vous, qui ne me paraissait pas être des cabinets avec des procédures qui nécessitent une énorme structuration, mais avec des cabinets de taille plus importante. Je ne connais pas tous les commissaires aux comptes qui sont dans la salle, mais voilà, ceux qui ont vraiment beaucoup d'associés, avec des procédures qui nécessitent une structuration importante en matière de conflit d'intérêts, etc. Là, on ira les voir que sur ces procédures-là. Nous avons aussi décidé de commencer à avoir des contrôles dits d'entretien, où, parce qu'on vous connaît bien, on ira vous voir que pour un entretien, en disant, bon, on sait qui vous êtes, on sait quel mandat vous avez, on a déjà été voir chez vous, on ne va pas vous casser les pieds pour faire un contrôle de la cave au grenier. En revanche, on va avoir un entretien avec vous, ciblé, et donc vous ne verrez pas forcément le contrôleur venir, ou s'il vient, il sera seulement sur un entretien. Un entretien solide et circonstancié, qui sera peut-être suivi d'une demande de communication de pièces. Mais vous aurez été considéré comme ayant été contrôlé sur un simple entretien. Enfin, la dernière catégorie, c'est le contrôle d'e-spot. Alors celui-ci, il est plutôt réservé aux collaborateurs du Haut Conseil et pas aux contrôleurs délégués, parce qu'il est plutôt à ma main. Oui, plutôt à ma main. Et c'est les contrôles qui nécessitent une intervention rapide dans l'année d'exécution du plan de contrôle, et qui est dicté par une question d'actualité, par une lettre que j'aurais pu recevoir d'un lanceur d'alerte, par la presse, etc. Alors, pour vous donner un exemple, évidemment, au cours de l'année 2022, nous avons déclenché un contrôle spot sur les commissaires aux comptes qui détiennent les mandats des entreprises qui, en France, possèdent les EHPAD, au hasard. Nous avons une question là-dessus. Et d'ailleurs, le contrôle spot portera sur ce qui fait mal dans la gestion financière, évidemment, pas du tout le reste, de ces EHPAD. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les nouvelles modalités de contrôle. Alors, vous allez voir aussi modifier la manière d'évaluer la qualité du commissaire aux comptes et de ses travaux lors de la procédure de contrôle. Vous étiez habitué au rouge, vert, noir, orange qui vous a encore été présenté ce matin. Le collège et moi-même, enfin moi surtout, nous avons trouvé que c'était un peu trop réducteur et que ça méritait plus de finesse. Nous pensons qu'il n'est pas nécessairement intéressant d'avoir la même note alors qu'il y a des sujets mandat et des sujets procédure, et que peut-être on pourrait différencier la note mandat et la note procédure. Vous pouvez être excellent sur les procédures dans votre cabinet et avoir des mandats moins convaincants. Et puis surtout, vous allez voir évoluer le fait que nous allons faire une note plus dynamique, c'est-à-dire qu'à la suite de ces évaluations, on vous dira « Ah ben c'était mieux, hein. » On a une note une évaluation qui montrera que vous êtes en progression par rapport à ce que nous avions vu la fois d'avant. Encore une fois, quand je dis nous, c'est moi, mes collaborateurs, enfin surtout mes collaborateurs et l'ensemble des contrôleurs délégués, bien sûr. Il est nécessaire que vous soyez évalués de la même façon. Ou alors on vous dira c'était quand même moins bien. Avant, on est un peu déçus, vous étiez meilleurs. Et puis, ou alors c'est comme avant. Il n'y a pas de modification dans la qualité. Voilà ce que je voulais dire sur les contrôles. Alors, je suis un peu rapide, comme d'habitude, mais j'espère être précise. Je veux bien passer à un autre sujet, sauf si, avant, vous aviez des questions sur ces points qui concernent les contrôles qualité. Bon. Vous dire simplement que pour la première fois, en juillet 2022, nous avons publié sur le site du Haut Conseil la synthèse des contrôles qualité qui vous présente tout ce qui a été constaté au cours de l'année 2021 par les contrôleurs en direct ou les contrôleurs délégués, de qualitatif aussi dans vos cabinets. Et vous verrez des exemples concrets de points d'audit qui expliquent la difficulté,
la norme applicable, la manière dont le commissaire aux comptes a traité la question et le regard que le Haut Conseil ou le contrôleur a porté sur cette démarche d'audit. C'est parfois des points délicats qui sont abordés. Le sujet était pour moi de présenter, puisqu'il s'agit d'un contrôle de qualité, que de temps en temps, face à des difficultés vraiment complexes, de montrer comment le professionnel a bien travaillé. Vous verrez aussi qu'il y a un chapitre consacré au commissaire aux comptes dans la crise sanitaire et qui expose comment les cabinets ont dû faire face à cette crise, à la fois pour leur fonctionnement interne et vis-à-vis de ce qu'ils ont apporté à leurs clients. Mon souci était de montrer que si, les commissaires aux comptes sont utiles et que oui, ils peuvent aussi travailler de manière très qualitative. Je ne me méprends pas sur le fait que cette publication est surtout destinée aux professionnels et pas tellement à leurs parties prenantes. Mais il importe aussi que le régulateur ait un mode de communication complet sur la profession et pas seulement pour dire du mal d'elle. Nous reproduirons chaque année cette publication. Nous essaierons de changer de sujet à chaque fois. Et évidemment, nous prenons nos exemples à la fois dans les contrôles délégués et dans les contrôles du Haut Conseil. Voilà ce qu'il en est des contrôles pour être, je pense avoir été parfaitement complète sur cette question. Un sujet plus simple et qui ne va pas me prendre trop de temps, mais qu'on m'a demandé de traiter, c'est la réforme européenne de l'audit, puisque vous savez que la Commission européenne avait décidé de remettre cette directive sur le métier à tisser, mais qu'elle n'a pas fait comme Pénélope et elle a décidé pas de travailler la nuit, pas de refaire le matin ce qu'elle a fait et finalement de ranger ça au placard. Pour l'instant, il y a trop de travail à la Commission, semble-t-il, avec la directive CSRD pour continuer à travailler sur cette réforme européenne de l'audit. Et donc, pour l'instant, nous avons une information que ce serait plutôt remis à la prochaine commission, puisque les élections européennes doivent avoir lieu, je crois, en 2014. Et que la commission... Pardon ? 24, pardon. Et en 2024, et que donc il n'était pas possible de le faire. Donc, pour l'instant, même si le Haut Conseil a répondu au questionnaire que la commission avait adressé, pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est en revanche beaucoup plus à l'ordre du jour, c'est la directive CSRD, dont vous savez que nous attendons pour le mois de novembre la publication au journal officiel de l'Union européenne et sa traduction, et que le gouvernement français s'est donné la fin du premier semestre 2023 pour la transposer dans notre droit. Que dit et qu'a fait le Haut Conseil ? Le Haut Conseil dit que, évidemment, il a toujours considéré, c'est plutôt à la profession des commissaires aux comptes qu'il appartient de se pencher sur cette question, de donner une assurance sur les informations non financières qui vont être exigées des entreprises dépassant des seuils. Enfin, vous avez vu ça. 4 millions de chiffre d'affaires, 6 millions, je ne sais plus, au budget, et 400 salariés, et c'est 6 millions au bilan. Je crois que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, 250 salariés, et 4 et 6. Hein, voilà. Ça fait un nombre très important d'entreprises. Et ceux d'entre vous qui pensent que le marché doit être réservé aux big se trompent. D'abord, je pense que ce n'est pas le souhait des entreprises qui ont toujours fait savoir qu'en plus, elles ne voulaient pas que ce soit que les commissaires aux comptes qui s'occupent, mais qu'il soit aussi des OTI et qu'elles puissent avoir le choix du professionnel avec lequel elles vont travailler sur ces points. Sur ce point-là, le fait que ce seront des OTI, la législation française ne va pas changer. Ce que nous avons dit, nous, régulateurs, au ministère concerné, c'est-à-dire d'un côté le ministère de la Justice, de l'autre la direction du Trésor, c'est qu'il nous apparaissait que dans l'état actuel de la situation, seulement 30 OTI, qu'ils soient CAC ou non CAC, ont été agréés par le COFRAC pour remplir cette mission et que manifestement c'est parfaitement insuffisant pour les besoins de l'économie française,
qu'il faut donc trouver une solution pour ouvrir ce marché, et de façon rapide, puisque c'est à partir de 2025 qu'il faudra s'y mettre. C'est donc quand même tout à fait proche. Et nous avons donc préconisé 2 choses. D'abord, faire observer que les commissaires aux comptes sont plutôt allants sur cette question-là. Pas tous, j'ai pas de difficulté avec ça, mais bon nombre de professionnels, de commissaires aux comptes, ont dit mais c'est à moi de faire ça. Sauf qu'on leur demande à ces professionnels à la fois d'être extrêmement contraints et supervisés par un régulateur exigeant, et qu'on leur demande aussi de remplir les conditions qui sont exigées par le COFRAC pour les accréditer, et qui sont en fonction d'une norme ISO 14000 et des brouettes, dont quelques-uns qui d'entre vous sont parvenus à sauter l'obstacle, ont expliqué que c'était quand même un nombre d'heures important à consacrer pour pouvoir le faire. J'ai donc proposé, je m'en étais évidemment entretenu avec Yannick Olivier, que ce soit plutôt pour les commissaires aux comptes une sorte de clause de grand-père, ce qui est quand même très courant, dans lequel on leur dirait « c'est bon, vous êtes commissaire aux comptes, c'est bon, vous avez déjà rempli tout un tas de conditions, d'ailleurs vous continuez à le faire ». Déclaration d'activité dans lequel vous indiquez tout, qui sont vos clients, etc. Déontologie extrêmement forte, régulateur extrêmement fort. OK. La seule chose qu'on pourrait exiger de vous, si vous souhaitez être commissaire aux comptes en matière de RSE, c'est que vous suiviez un cycle de formation proposé par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui d'ailleurs s'est mis en ordre de marche de façon très active sur ce point et est arrivé à un paquet de formations très complète qui permet de monter en compétence sur ce point, d'attendre que nous attendrions que la compagnie nationale délivre l'attestation disant que le commissaire aux comptes, un tel, a suivi la formation, et nous, on lui dira, OK, il est agréé RSE, il peut accepter les mandats qui vont se présenter auprès de ses clients dont il certifie les comptes, ou de nouveau. Reste la situation des OTI non RSE, genre APAV, Veritas, qui ont constitué d'ailleurs une fédération et qui souhaitent elles aussi entrer sur ce marché, et dont les entreprises souhaitent aussi qu'elles entrent sur le marché. Nous avons dit, écoutez, pas de difficulté, comme la directive demande qu'ils soient régulés avec autant d'intensité que le sont les commissaires aux comptes, ce qui est bien le moins, et que le COFRAC ne dispose pas ni des moyens juridiques, ni des techniques de contrôle et de régulation telles que nous les avons mis au point au Conseil, eh bien nous proposerons que juste ces professionnels quittent là le COFRAC, entrent au H3C et fassent l'objet d'une accréditation par les personnels et les collaborateurs du Haut Conseil dans les mêmes exigences que la norme ISO 14000 que nous appliquerons. J'ai vu ce que c'était. Voilà. Et donc, nous aurons peut-être une 5e liste, puisque vous ne savez pas, mais en fait, il y a 4 listes de commissaires aux comptes, personnes physiques, personnes morales, étrangers, personnes morales, étrangers, personnes physiques, donc une 5e, sur laquelle nous réunirons les professionnels qui sont agréés pour donner une assurance en matière de RSE. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ces points-là. Oui, j'attends vos questions maintenant. Je me demande si je ne vous ai pas un peu saoulé. Mon Dieu, les 3 heures. Allez-y. Les questions, oui. Bonjour, monsieur. Madame la Présidente, vous avez évoqué tout à l'heure la formation restreinte. Et Patrick Maricio, notre MLA... C'est mignon, non? Oui, tout à fait. Une prise d'expression. À parler de cette particularité de la formation restreinte, notamment sur la particularité de l'aspect contrôle qualité. Toutefois, cette formation restreinte, et vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, a d'autres fonctions, et notamment d'intervenir sur les litiges qui peuvent exister entre les commissaires aux comptes et leurs clients. Et il y a une procédure à respecter qui, à mon avis, est méconnue pour beaucoup d'entre nous. Moi, je l'ai utilisé dans mon cas de figure et j'aurais souhaité que vous puissiez parler de cette procédure et en second lieu, donner votre avis sur
la finalisation de cette procédure qui permet de déterminer et d'émettre une décision, mais qui malheureusement n'a pas force exécutoire et qui, en définitive, nous oblige, si elle n'est pas acceptée par les parties, de devoir repartir dans une procédure judiciaire pour effectivement espérer pouvoir recouvrer ce qui est sorti de la décision du Haut Conseil. Merci pour cette question. J'aborde très très peu. Souvent, il faut dire que ça ne donne pas lieu, heureusement pour vous, à un contentieux très important devant la formation restreinte. C'est l'hypothèse où vous êtes en conflit avec votre client sur le paiement de vos honoraires. Ce qui, quand même, quand je regarde le courrier qui m'est adressé, vous arrive de temps en temps. Donc, la législation actuelle vous oblige d'abord à passer par la conciliation de votre compagnie régionale pour essayer de trouver un terrain d'entente avec votre client. Et c'est seulement si le terrain d'entente n'est pas trouvé que vous avez à vous présenter devant la formation restreinte pour obtenir d'elle, à l'issue d'un procès qui se tient dans la salle d'audience avec les 5 membres de la formation restreinte qui vont écouter le commissaire aux comptes plaignant et son client, s'il vient ou s'il ne vient pas, pour expliquer ce qu'ils en pensent des honoraires qui doivent être versés aux travaux en fonction des travaux effectués par le commissaire aux comptes. Bien. Dans l'état actuel de la loi, une fois que vous êtes devant la formation restreinte, elle en a d'ailleurs la compétence exclusive, aucune autre juridiction en France ne peut le faire, elle va déterminer le montant des honoraires qui sont dus au commissaire aux comptes. Elle pourra d'ailleurs dire que rien ne lui est dû. Ça n'est encore jamais arrivé. Mais en vain, elle va dire, ben voilà, j'ai vu qu'est-ce qui avait été fait, j'ai vu la lettre de mission, j'ai vu le contrat, j'ai écouté les parties, et j'estime qu'il est dû telle somme pour les travaux effectués par le commissaire aux comptes. Peut-être même qu'elle fera une compensation entre ce qui a été payé, ce qui est dû, etc. Bien. Sauf que cette décision n'a pas force exécutoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être utilisée par un huissier de justice pour contraindre, avec les voies d'exécution civile, l'adversaire du commissaire aux comptes à payer. C'est en fait une décision. Alors pourquoi c'est comme ça ? Parce que la formation restreinte n'est pas une juridiction. C'est pas une juridiction, c'est une autorité administrative et donc elle ne détient pas l'usage de la force publique, parce que vous savez qu'à la fin, c'est la force publique qui est derrière la force exécutoire. Bien. Donc, que doit faire le commissaire aux comptes quand il est enfin, après ce parcours, en possession d'une décision favorable de la formation restreinte, et alors que, bien qu'il l'ait adressé à son adversaire, celui-ci ne lui a pas envoyé de chèque, volontairement. Eh bien, il est obligé de venir devant le tribunal judiciaire compétent, c'est-à-dire de celui du lieu d'exécution du contrat, pour dire « Monsieur le président du tribunal judiciaire, veuillez s'il vous plaît dans votre décision confirmer la décision de la formation restreinte. De toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de faire autrement puisque vous n'avez pas, vous, la possibilité de modifier les chiffres tels que la formation restreinte les a arrêtés, mais au moins vous rendrez une décision dans laquelle il y aura la formule exécutoire, la fameuse formule qui demande toute autorité, huissier de justice, etc., de faire exécuter cette décision. Ce qui contraint le commissaire aux comptes que vous êtes à repartir devant un tribunal, reprendre un avocat, subir la défense ou l'inertie de votre adversaire pour finalement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, après la formation restreinte, obtenir une décision qui a force exécutoire. Alors qu'en plus, l'adversaire pourra, s'il le souhaite, en pure perte, mais au moins ce sera, dilatoire, aller à la cour d'appel pour dire « Ah non, je ne suis pas d'accord, etc. » C'est impossible, inopérant, ingérable. Donc je vais demander, à l'occasion d'une réforme du Code de commerce que nous sommes en train de construire avec la Direction des affaires civiles et du Sceau, non sans d'ailleurs qu'on en ait évidemment longtemps échanger avec la compagnie nationale, de demander que vous n'ayez plus... Alors, je ne peux pas transformer le Haut Conseil en juridiction, c'est exclu compte tenu de la construction juridique de la France. Par contre, je peux proposer que vous n'ayez qu'à demander au président du tribunal judiciaire de Paris, alors pourquoi ? Parce que Paris est compétent là où exerce le H3C à Paris.
de faire apposer la formule exécutoire par le président du tribunal de grande instance. Ce qui existe pour les décisions des bâtonniers, enfin, ce qui existait parce que la loi a changé, mais qui était comme ce modèle-là pour les bâtonniers quand ils avaient un litige avec entre un avocat et son client. Ce qui permettra que vous n'ayez juste qu'à vous adresser au secrétariat du président du tribunal judiciaire pour qu'il appose la formule exécutoire et vous repartirez avec sans avoir à subir un nouveau procès judiciaire. Je pense avoir répondu à votre question. Il n'y a que quelques décisions rendues par an de la formation restreinte. Ceux-là ne font pas l'objet d'une publication. En revanche, nous avons décidé tout à fait récemment de les faire anonymiser et qu'elles puissent apparaître désormais dans les bases de données juridiques électroniques. Et ce sera fait dans les mois qui viennent. Au moins, les avocats, c'est plutôt, et puis si vous le souhaitez, mais surtout les avocats, auront cette jurisprudence à leur disposition. Merci beaucoup pour la question. D'autres questions ? Oui ? Madame la Présidente, j'ai assisté à la conférence commune... Oui, merci. J'ai assisté à la conférence commune Maison de la Chimie au mois de septembre, oui, CNCC, sur la réforme de la procédure. sur la réforme de la procédure. Je voulais savoir à quelle échéance on peut attendre les avancées, la réforme de la discipline qui permettrait notamment au président de la CRCC ou de la CNCC d'assister à la formation restreinte sur le cas d'un confrère mis en discipline, et deuxièmement également la procédure de transaction qui pourrait intervenir. Merci. J'aurais également une deuxième question. C'est une troisième, allez-y. Oui, merci. J'ai parlé ce matin des dérogations des dérogations par rapport à un barème. Y a-t-il une réflexion en cours sur ce barème ? Oui. Merci. Alors, premièrement, la réforme de la procédure disciplinaire, c'est un webinaire dont vous pouvez prendre connaissance à la fois sur le site de la Compagnie nationale et sur le site de H3C, parce que c'est une initiative que nous avons prise conjointement, M. Olivier et moi-même, lorsque nous sommes rendus compte qu'il y avait matière à information de la profession sur ces sujets-là. Donc vous pourrez aller la visionner si vous le souhaitez. Mais sur la question plus particulière que vous me donnez, effectivement, tel qu'il est écrit actuellement, le Code de commerce, il n'ouvre pas suffisamment la possibilité pour soit le président de la Compagnie nationale, soit le président de la Compagnie régionale de venir à l'audience disciplinaire qui est engagée par le H3C contre un commissaire aux comptes, exposer le point de vue de la profession, notamment sur l'interprétation d'une règle de déontologie ou l'application d'une norme d'exercice professionnel. Je m'explique. Lorsque le procès se tient, le procès entre guillemets, l'audience, enfin l'affaire se tient devant la formation restreinte, il y a présent le rapporteur général qui porte la voix du Haut Conseil et de son collège, la formation statuant sur les cas individuels. De l'autre côté, le commissaire aux comptes et son avocat. Il manque la voix de la profession. Et la profession, ce n'est pas le Haut Conseil. La profession, c'est la Compagnie nationale et ses élus. Et la formation restreinte a besoin de la voix de la profession, qui va dire, la norme, la NEP 540, c'est celle qu'on regardait ce matin, hein, c'est ça ? Voilà comment, nous, on trouve qu'elle doit s'appliquer. Et on n'est pas forcément d'accord avec ce que dit la formation statuant sur les cas individuels et le fait qu'elle fait un grief sur ce point-là au commissaire aux comptes. Nous, on trouve qu'il a bien travaillé. Parce qu'il n'appartient pas à l'avocat du commissaire aux comptes de porter cette parole. Il n'en a absolument pas la légitimité. Il est juste l'avocat d'un commissaire aux comptes auquel on reproche des manquements. Il n'a pas été élu par la profession, il ne fait que reporter ce que le client lui demande d'expliquer dans sa défense. Et donc la formation restreinte dans sa précédente composition a déjà dit qu'il lui manquait la parole de la profession. Sauf que, tels que les textes sont rédigés, il n'autorise pas la communication ni au président de la compagnie régionale ni au président de la compagnie nationale d'avoir une communication du dossier qui a été constitué contre le commissaire aux comptes. Il est donc un peu difficile dans ces conditions, même si le cas est vaguement connu du président de la compagnie régionale, qui d'ailleurs peut même être à l'origine de la saisine du Haut Conseil, s'il a été peut-être un peu évoqué au sein de la compagnie nationale, il ne peut pas être connu avec suffisamment de précision parce que le dossier n'est pas communiqué. Donc je souhaite
demander au directeur des affaires civiles et du Sceau, et donc au garde des Sceaux, que l'on modifie la procédure pour qu'on autorise la communication du dossier au président de la compagnie nationale ou régionale à recevoir copie du dossier s'il le demande, pour qu'il puisse en prendre connaissance et venir à l'audience dire, et ce sera très utile d'ailleurs pour la construction de la jurisprudence de la formation restreinte, dire ce qu'il a à dire. Alors, parfois il aura à dire, ben non, mon confrère il a commis une fraude fiscale, c'est embêtant, j'ai rien à dire, ou je viens pas. Ou, ah non, là je viens parce que c'est une question d'audit qui pose vraiment discussion dans la profession. Nous, on a une lecture comme ça, ou au quotidien on la lit comme ça, et donc on trouve que là, notre confrère a été plutôt en phase avec ce que nous pensions. Ou, ah ben non, quand même, non, là c'était insuffisant, et on est assez d'accord avec le fait qu'il faut marquer le coup. Alors peut-être pas aussi d'accord avec la gravité des sanctions qui seront demandées par le rapporteur général, mais dans l'intérêt de la profession, nous pensons, dans l'intérêt de la qualité de l'audit, nous pensons que la norme, elle doit être appliquée comme ça, effectivement, et notre confrère s'est un peu écarté de nos pratiques professionnelles reconnues. Deuxième question. Les barèmes. Alors moi, si la profession souhaite demander la modification des barèmes, c'est à elle de le faire, pas au régulateur. J'ai pas de regard là-dessus. Je peux juste vous porter une parole. Trop de commissaires aux comptes, premièrement, omettent de demander cette dérogation, mais vous l'avez dit ce matin. Deuxièmement, nous avons même rencontré, il n'y a pas si longtemps que ça, des commissaires aux comptes ayant eu de leur compagnie régionale le refus, ont quand même fait comme ils avaient envie de faire. Ça s'est vu évidemment au contrôle, et ça s'est retrouvé devant la formation statuant sur les cas individuels. Elle n'est vraiment pas satisfaite de ce commissaire aux comptes-là, et ça va se traduire par peut-être, j'en sais rien, une procédure devant l'AFR, on ne sait plus, je crois qu'on n'a pas encore pris la décision. Enfin, il y a deux choses. Modifier les barèmes, oui, ça c'est la compagnie nationale qui peut être porteuse de ce message, moi j'ai pas de regard là-dessus. En revanche, la règle, c'est à moi de la faire respecter, et je constate, c'est pas extrêmement courant, mais enfin ça arrive, hein, que ça ne soit pas fait, ni demandé, ou si c'est demandé, la décision de la compagnie pas respectée. Merci. Et ensuite L'autre, c'était sur la possibilité de transaction. Oui. Lors de... Alors, nous estimons qu'il y a des cas dans lesquels il est peut-être un peu violent d'envoyer le commissaire aux comptes devant la formation restreinte avec une audience, un avocat, une décision qu'on attend, un écrit qui explique en long et en large comment il a fait, lorsqu'il s'agit de manquements disciplinaires ou d'audit qui doivent quand même avoir une réponse, dans lesquels soit le commissaire aux comptes reconnaît les faits, soit en tout cas il ne les conteste pas. On s'amuse tous les deux de nous en parler. Le monsieur Olivier souhaiterait qu'on s'arrête à « je ne conteste pas ce qu'il m'est reconnu ». Et moi j'aimerais mieux qu'on dise « je reconnais ce que j'ai fait ». Mais c'est ma déformation de juge pénal qui joue là. On verra, de toute façon, le plus important c'est surtout qu'on puisse trouver des modalités de poursuite plus apaisées du commissaire aux comptes lorsqu'il n'est pas nécessaire que ça soit rendu public et qu'il y ait une audience et qu'ils subissent l'interrogatoire du président de la formation restreinte, qu'ils doivent préparer sa défense, qu'ils doivent prendre un avocat avec les honoraires à payer, etc. Là où nous divergeons aussi, monsieur Olivier et moi, c'est que je souhaite que ce type de décision transactionnelle continue à pouvoir être publié, ce qui veut dire qu'il y a le nom du commissaire aux comptes, les faits qui lui ont été reprochés, qu'il n'a pas contesté, sans expliquer plus que ça, et le montant et la sanction qui lui a été infligée. Monsieur Olivier préférerait que ça fasse partie des décisions qui ne sont pas publiées sur le site pendant 5 ans. Voilà, on ira tous les deux devant le directeur des affaires civiles et du Sceau pour expliquer nos arguments, et il décidera. Merci. Merci. Je pense avoir élevé votre niveau de connaissance sur comment travaille votre... voilà.
vous dire quand même que votre collège, dans votre ensemble, est très attentif à votre profession, très attentif, comprend vos difficultés, les écoute, et voilà, et travaille avec vous dans la même direction, c'est la qualité de l'audit en France, parce que nous savons que vous êtes chargé d'un intérêt général et qu'il est extrêmement important pour l'économie de notre pays. Merci. Ah, une autre question? Oui, Madame la Présidente. On est ravis d'entendre qu'à l'occasion du RSE, il y a de l'activité. On est surtout aussi ravis d'entendre que le H3C va essayer d'appliquer les mêmes contraintes que nous subissons aux ETI. Mais il y a une petite idée qui naît là. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que dans 3 ans, dans 5 ans, les mêmes ETI, parce que, entre guillemets, agréés par le H3C, ne vont pas demander à faire tout ce que le commissaire aux comptes a le droit de faire? Merci. Alors, les OTI RSE, elles ne sont pas du tout, dans le spectre de la certification des comptes. Hein. Ça, elles ne le feront jamais. Non, mais c'est même pas une question. C'est même pas... Ce qui est en question, c'est de savoir si l'information, enfin si l'assurance donnée sur les informations non financières seront seulement données aux commissaires aux comptes ou partagées avec les OTI. Ça, c'est plié, ce seront les deux. La difficulté pratique à laquelle nous allons être confrontés, c'est que comme ce seront 2 rapports différents publiés le même jour et qu'il me semble qu'il y a quand même des informations RSE qui doivent être traduites ou dans les informations financières, sous le contrôle de celui quand même qui va certifier après, il y a un hiatus là qui n'est pas si facile que ça à surmonter et qui est peut-être une des raisons pour lesquelles la France est un des rares pays, je crois le seul, en Europe en tout cas, à avoir choisi l'option OTI et RSE. Et vous savez que ceux qui attendent avec beaucoup d'impatience, des attentes fortes sur une évolution de la qualité de l'information tirée de l'apparition de ce nouveau rapport RSE, vous pourrez être déçus si ce sont deux rapports qui restent parallèles, qui ne se croisent pas et qui ne se traduisent pas par une influence sur les informations financières. Nous pourrions rater notre objectif, notamment celui qui est visé par les investisseurs qui attendent, pour investir justement, d'avoir de l'information de qualité sur les questions environnementales. Merci, monsieur. Merci. J'ai été trop longue, je suis désolée, monsieur Olivier. Je ne peux pas avoir empiété sur votre temps de parole, mais vous allez vous... Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Merci, messieurs, dames. Merci Madame la Présidente pour cette présentation exhaustive de différents sujets. On va passer maintenant la parole à notre président de la Compagnie nationale, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Cher Yannick, c'est à toi. Merci. Merci. Madame le Président du H3C, chère Florence, cher Grégory, Monsieur le Président de la Compagnie régionale, j'ai vu aussi qu'il y avait Vincent qui était là, je te salue, Vincent, Président de la Compagnie régionale de Paris, Monsieur le Directeur général du H3C, chers consoeurs, chers confrères et surtout chers amis, merci de me donner un petit temps de parole. Non, je suis ravi, comme d'habitude, de venir échanger un petit peu avec vous et d'échanger un peu sur les enjeux de la profession. C'est toujours un moment important. C'est courageux de devoir parler de contrôle qualité, de procédures disciplinaires, de sujets de cet ordre-là. Bon, ma posture est un peu plus facile parce que moi j'ai envie de vous parler de la dynamique de la profession, de nos actuelles réussites, et puis je vais vous parler quand même de nos enjeux du moment. C'est les 3 éléments essentiels dont je voudrais parler cet après-midi, ce début d'après-midi, parce que c'est important de le dire. C'est important de le dire d'abord que on est une profession qui a actuellement une super dynamique. Et cette dynamique, si elle est bonne, et c'est pas moi qui le dis, je vais vous exposer pourquoi je l'exprime comme ça, c'est d'abord grâce à vous. Merci. Merci parce que, je l'ai dit et redit,
depuis 2 ans, depuis le début de cette mandature, on porte l'idée qu'il ne faut absolument pas se morfondre, qu'il faut continuer à se battre, qu'on a une place, une utilité, et que cette utilité, il faut continuer à y croire parce qu'elle repose sur une réalité de notre utilité sociétale. Et cette utilité, vous l'avez fait vivre. Et vous l'avez fait vivre d'autant mieux que ce qu'on avait dit aussi, c'est que la façon dont on voulait projeter la profession dans l'avenir, c'était pas en allant faire tout et n'importe quoi, en essayant de se fourvoyer. Certains nous voyaient faire du conseil, d'autres nous voyaient aller grignoter dans la gamelle des experts comptables ou des avocats, parce qu'on avait dit que, et c'était l'objet de nos assises l'année dernière, qu'on devait se positionner sur un marché de la confiance, et on avait expliqué qu'il fallait qu'on fasse toujours et encore de la mission de certification, mais qu'il fallait qu'on s'adapte pour aussi répondre à des besoins de confiance spécifiques. Et ce qui est incroyable, c'est que cette profession qui a eu très peur, qui a pris un coup de couteau dans le dos avec le relèvement des seuils, nous tous ensemble, on a fait le job. Faire le job, c'était d'abord communiquer auprès de notre environnement, mieux, différemment, pas sur ce qu'on allait faire, sur une nouvelle mission, d'abord communiquer sur fondamentalement pourquoi on était là, notre utilité, et aussi même sur la mission de certification. Et le baromètre de cette année, et l'enquête menée auprès des entreprises a permis de mettre en évidence massivement que l'une des premières réussites essentielles de cette profession depuis 2 ans, c'est d'avoir fait passer le message à son environnement par votre intermédiaire, par les messages que vous avez passés, pourquoi on était utile, à quoi on servait. On ne le disait pas assez haut et fort, on ne le défendait pas, on a été obligé de le faire, parce que finalement on a essayé de nous remettre en cause, et que si on ne s'était pas battu, si on ne s'était pas mobilisé pour le faire, eh ben on allait continuer à nous enfoncer. Et c'est cette première réussite qui crée la dynamique actuelle de la profession, on vous la devait qu'à vous-même, qu'à nous tous ensemble. Et ce que je peux vous dire là, j'ai dit dans toutes les assemblées générales, dans toutes les régions, bravo, parce que c'est pas par hasard si l'environnement, les entreprises, les banquiers nous renvoient un message en disant cette profession, elle s'est adaptée, elle a bougé et elle s'est mobilisée pour défendre ses propres intérêts au sens noble du terme, c'est-à-dire cette mission d'intérêt général qu'elle porte. La deuxième sentiment de satisfaction, et il faut qu'on soit vraiment convaincu de ça, parce que je sais que c'est pas facile, on est tous dans des situations un peu délicates, parce qu'on manque de personnel, j'y reviendrai, je parlerai des problèmes de ressources, de compétences, et qu'on a passé 2 années un peu compliquées en termes d'activité. Mais le deuxième élément de satisfaction, c'est la dynamique économique, l'économie générale de la profession. 2,7 milliards avant la loi Pacte, nous avons largement dépassé les 3 milliards d'euros cette année. Et je ne parle que du chiffre d'affaires de la profession sur les missions de certification. Je ne vous parle même pas de toutes les autres missions qui commencent à monter, qui commencent à exister et qui sont un complément. Je pense, monsieur l'a dit, je crois tout à l'heure, si j'ai bien entendu, on ne manque pas d'activité. Et bien je peux vous garantir que dans les années à venir, ça ne va pas changer. Et avec la RSE, tous ces sujets, on va continuer à en avoir. Pourquoi ? Ben pour la bonne et simple raison que on a un rôle sociétal essentiel. Et dans cette société où on a des crises économiques, des guerres, de la défiance à tous les niveaux, et ben s'il y a bien besoin de piliers sur lesquels la société, l'état de droit que nous sommes, doit pouvoir s'appuyer, ben le commissaire en compte en est vraiment un essentiel. Nous sommes ces fameux bâtisseurs de société de confiance, et on doit continuer à le crier haut et fort et le défendre. C'est comme ça qu'on construira notre avenir. Donc bravo. Et quand je vous dis plus de 3 milliards, et je n'ai rien contre Versailles quand je dis ça, ce n'est pas juste la CRC de Versailles qui a fait plus 15% de croissance. Non, c'est tous les territoires, tout type de cabinet. Alors je le dis parce que je pense que c'est important de l'évoquer, il y en a aussi qui ont quand même souffert. C'est une dynamique générale, c'est une économie générale, et on accompagne aussi les quelques cabinets qui, eux, malgré tout, ont quand même eu des impacts non négligeables du fait du relèvement des seuils, et on pense à eux et on les soutient, et on les soutiendra jusqu'au bout. Mais bien heureusement, c'est une très forte minorité, on le voit, puisqu'on a créé, vous savez, Soutien CAC, et on a une cellule de veille pour identifier tous les confrères ou consoeurs qui seraient en difficulté, et on sait que le nombre est extrêmement limité, et qu'ils arrivent à s'en sortir, et tant mieux pour notre profession. Alors une dynamique en termes de mobilisation de la profession, une dynamique en termes d'activité économique, et une dynamique aussi en termes de positionnement. Je parle souvent du barycentre de la profession. Un point qui était essentiel, et qui était aussi à la base de ce qu'on était en train de porter, nous sommes à mi-mandat aujourd'hui, c'était d'expliquer à notre environnement que notre avenir, notre rôle sociétal, notre raison d'être, devait, pour continuer à exister, pour même grandir, peut-être se sortir du poids du chiffre,
de l'enfermement que pouvait constituer le fait d'être toujours systématiquement associé aux comptes annuels et aux chiffres. Et que l'évolution du marché de la confiance nous amène dans l'idée qu'un professionnel commissaire aux comptes se doit d'appréhender une entreprise aussi avec les enjeux de confiance numérique, de confiance RSE, en plus de la confiance chiffre. Et le lien que nous avions trop fort avec nos cousins experts comptables nous faisait beaucoup de mal. J'ai toujours tendance à donner cette anecdote où à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un député, un sénateur, toujours en amont, en aparté, avant de commencer la réunion, mais Monsieur Olivier, ravi de vous voir, mais est-ce que vous pouvez me réexpliquer quand même la différence entre expert comptable et commissaire en compte, juste pour être sûr avant de discuter? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, pourquoi? Parce qu'on a fini aussi en élément de langage par dire nous sommes des professionnels du droit, pas du chiffre. On travaille la matière, on connaît parfaitement bien la matière du chiffre, et ce pourquoi d'ailleurs on avait ce sont des cousins, c'est parce que quasiment la totalité d'entre nous, nous exerçons les deux métiers, nous sommes issus de la filière comptable et financière via le DEC pour la très grande majorité d'entre nous, donc forcément le lien était évident. Mais si on commençait à continuer à créer cette proximité en fait trop forte qui crée du flou sur notre rôle et finalement de l'incompréhension par le monde extérieur, ben finalement on était en train de se tuer. Et le fait d'avoir dit, mais non, chacun son rôle. Vous avez, d'ailleurs les experts comptables aussi ont changé leur barycentre, parce que vous avez vu, Lionel, avec qui j'ai des échanges très réguliers et très constructifs, le Canesi, maintenant il parle du professionnel du chiffre et du conseil. Et il porte ça sur sa raison d'être. Et nous, justement, on a dit, mais non, nous on ne fait pas de conseil, parce que c'est antinomique avec justement ce qu'on porte en termes d'indépendance, de déontologie et d'éthique. Nous sommes des professionnels du droit au service de la confiance, sur un spectre extrêmement large et de plus en plus large, qui est celui qui va au-delà des aspects chiffrés. Et cette dynamique, cette perception par notre environnement justement de notre rôle sociétal et de l'évolution de notre rôle sociétal, elle n'était pas simple à porter. Or, les débats autour de la directive CSRD ont été l'occasion unique de pouvoir enfoncer le clou, c'est-à-dire de pouvoir avoir une reconnaissance définitive justement de notre spectre d'intervention et de finalement avoir dans un texte législatif écrit noir sur blanc la légitimité des commissaires aux comptes à sortir justement du carcan du chiffre. Et la grande victoire que nous avons eue, cette victoire qui a eu lieu fin juin, qui à l'issue du trilogue a conforté, a confirmé l'idée que les commissaires aux comptes seraient des acteurs de la certification des données extra-financières, ce n'est pas une victoire parce qu'on va avoir des nouvelles missions demain. C'est une victoire énorme, ce qui va bien au-delà de ça. C'est que ça réaffirme officiellement que nous sommes des acteurs qui sommes sortis du carcan du chiffre et qu'on a une vraie légitimité dans le monde de la RSE et demain du numérique. Et je peux vous assurer que ce qui a été assez à la fois effrayant et rassurant, d'abord ce qui était rassurant, c'est qu'au bout du compte, on a réussi à gagner, et vous savez pourquoi on a gagné ? On a gagné parce que on a réussi à valoriser ce que nous sommes, notre singularité. C'est parce qu'on a un régulateur qui nous a, je le salue, il faut le dire, Madame le Président du H3C, et le H3C dans sa globalité, a soutenu massivement la profession pour qu'on gagne cette victoire. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est appuyé pour dire, attention, nous ne sommes pas n'importe quel tiers indépendant. Monsieur posait la question tout à l'heure sur les OTI. Nous ne sommes pas n'importe quel OTI. Alors oui, on ne leur a pas fermé la porte, mais on va leur montrer à ces autres OTI que nous, on est des professionnels ultra compétents, de très haut niveau, régulés, avec une éthique extrêmement forte, avec une déontologie extrêmement forte. Et ça, c'est une force. C'est une force incroyable qui nous singularise, qui font qu'on n'est pas n'importe quel tiers indépendant. Et cet argument, il a fait mouche face à des députés, face à des politiques qui ont voulu nous fermer la porte. Ils ont voulu même créer des incompatibilités qui n'existaient pas. Parce qu'ils ont bien vu ce que ça impliquait que de positionner définitivement les auditeurs légaux que nous sommes, les commissaires aux comptes, sur un champ plus large. Et donc, c'est une vraie, réelle victoire parce que c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation de tout un travail de fond qui nous permet de construire les décennies à venir de notre profession. C'est un élément d'attractivité énorme, la RSE. C'est un élément d'attractivité sur la perception des dirigeants par rapport au rôle à leur côté des commissaires aux comptes. Alors, il y a encore du chemin, hein. C'est pas fini, d'abord parce qu'il y aura l'enjeu de la transposition au niveau français, qu'on a un peu de travail, même si ça offre des opportunités. Mais sachez que, en tout cas, je pense que la profession peut être fière d'avoir réussi à se défendre,
se faire reconnaître sur les fondements même de ce qu'elle a toujours été, et ça je l'ai toujours dit, c'est fondamental, il ne fallait pas se fourvoyer. Si on devait se construire un avenir, c'était forcément sur le socle de ce pourquoi on a fait ce métier, ce en quoi on croit fondamentalement, sur apporter de la confiance via des missions d'assurance par des professionnels de haut niveau, porteurs d'une déontologie extrêmement exigeante. Et c'est ça le combat qu'on a gagné, et c'est ça qui nous portera les années à venir. Donc une belle dynamique, une reconnaissance de notre singularité au service d'une extension de notre champ, qui nous amène dans une, en tout cas dans des capacités à pouvoir percevoir l'avenir avec quand même un peu d'optimisme, voire beaucoup d'optimisme. Alors le chemin est encore à construire, encore du chemin à faire, la transposition, qui sera l'occasion bien évidemment de régler le problème de l'accréditation, parce que le chemin n'est pas terminé, parce qu'il va falloir que dans le cadre de la transposition, dans les textes français, on puisse obtenir le fait qu'un commissaire aux comptes, Madame le Président, vous en avez parlé, et là aussi, nous sommes totalement en ligne, que le COFRAC aujourd'hui, le principe d'accréditation est extrêmement lourd, qu'il crée des barrières à l'entrée, notamment pour les plus petits, et que ce que l'on est en train de construire aujourd'hui, c'est un dispositif en lien avec le H3C qui va permettre un accès quasi immédiat et quasiment, je dirais, évident, en démontrant simplement sa compétence, être inscrit sur une liste et de pouvoir très vite exercer ses missions de certification des données extra-financières. Le chemin est encore à parcourir parce que, via la RSE, c'est pas que les missions obligatoires qui vont apparaître. Nous étions avec Pierre il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus, je devais entendre au sein du cabinet, avec le directeur de cabinet d'Olivia Grégoire, pour parler des enjeux RSE PME et de la place des commissaires aux comptes. Là aussi, on a un rôle à jouer. Et c'est pas, et Madame le Président l'a dit aussi, c'est pas parce qu'en fait, il y aura les grandes entreprises, les plus de 250 salariés, 4, 6, etc., qui sont obligées. C'est que toutes ces entreprises, nos PME qui sont nos clients, elles auront l'obligation de suivre. Parce que d'abord, elles sont souvent les sous-traitants de ces grandes entreprises qui auront besoin de ces indicateurs RSE pour pouvoir justement alimenter leur propre reporting. Parce que dans le cas des appels d'offres, elles devront montrer patte blanche parce qu'elles aussi, dans leurs besoins d'attractivité, ces PME, elles auront besoin de montrer qu'elles ont une réalité de la dynamique de RSE, parce que je vous rappelle que la certification de données extra-financières, c'est pas juste dire c'est super, on va certifier de nouvelles données. C'est participer activement à un enjeu citoyen majeur. Participer au fait que le greenwashing disparaisse, participer au fait que la RSE ne soit pas juste un outil de communication, mais une représentation opérationnelle et réelle de l'engagement du monde associatif et économique dans une prise de conscience des enjeux climatiques, de gouvernance et d'enjeux sociétaux. C'est ça notre rôle, et ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Ça renforce encore plus la beauté de notre métier. Et donc, encore quelques challenges à porter, donc le COFRAC, les enjeux de la RSE PME, et puis, on l'a vu, ça sera l'opportunité d'une éventuelle réforme qui permettra de réformer, on l'espère, le système disciplinaire pour le rendre plus efficace et plus intelligent. Ça sera peut-être l'occasion aussi d'interroger le champ d'intervention du H3C, mais aussi notre positionnement face à l'audit. C'est pour ça que vous avez peut-être vu que dans notre communication, on a arrêté de parler de commissaire aux comptes, et plutôt d'auditeur légal. Et pourquoi ? Parce que finalement, le terme auditeur légal, il emporte plus une représentation de ce que je suis en train de vous évoquer que commissaire aux comptes. La mission de commissariat aux comptes a du sens et ne doit pas disparaître, la mission de certification. Mais le rôle de l'auditeur légal est fondamental. Auditeur légal, ça emporte l'idée de l'audit, de la filière de l'audit au sens général, ça casse l'idée du commissaire aux comptes versus le contrôleur, et encore moins le compte qui nous ramène toujours dans le chiffre. Si on veut aussi porter, mais ce n'est que la cerise sur le gâteau, mais c'est symbolique, mais c'est important, c'est de porter aussi l'idée que ça peut avoir du sens de positionner ce qu'est notre métier aujourd'hui au travers d'un nom qui est plus générique et qui est plus représentatif de ce que nous sommes, les gens qui écoutons avec un regard indépendant au service de la confiance, même si parfois ça inclut des contrôles et des diligences, c'est ça qui est fondamental. Alors tout ça, j'essaie de faire vite, hein, Grégory, parce que pour tenir dans le timing. Tout ça, c'est pour vous dire un peu où on en est dans l'avancement des textes, les enjeux qui sont les nôtres, ce qu'on va travailler dans les mois à venir, et ce que ça peut nous aider à mettre en œuvre, à construire pour l'avenir de notre belle profession, notamment pour les plus jeunes qu'on essaie de faire venir dans nos cabinets. Parce que je voudrais terminer sur ce dernier point,
on en a beaucoup parlé en préparation de ces assises, de cette Assemblée Générale. Les assises, ça sera tout à l'heure, le 8 et 9 décembre, j'y reviendrai. C'est l'humain. Parce que tout ça, c'est bien joli, c'est des beaux discours de président de compagnie nationale, c'est des textes, mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une réalité opérationnelle sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, notre réalité opérationnelle sur le terrain, c'est notre difficulté à recruter, les enjeux d'attractivité que nous ne sommes pas les seuls à rencontrer, mais qui sont quand même les nôtres, les enjeux de la compétence aussi, parce que nous savons que, vu le spectre nouveau, tout ce qu'on nous demande d'aborder, de traiter dans le numérique, la cyber, la RGPD, les crypto-monnaies, les systèmes d'information, tout ce que le RSE emporte, je l'ai dit tout à l'heure, la RSE c'est extrêmement vaste, on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont issus de la filière comptable et financière ne suffiront pas à alimenter et irriguer notre profession. C'est certain. L'enjeu majeur actuel, et qui sera vraiment notre ligne directrice sur nos actions, sur la fin de la mandature, sur les 2 ans qui nous restent, ça sera de nous préoccuper des enjeux de la compétence, des ressources et de l'attractivité. Parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et on ne relèvera aucun challenge. On ne sera pas en ordre de marche, on ne sera pas en capacité à relever tout ce qu'on a envie, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si dans nos cabinets concrètement, il n'y a pas ces forces vives, ces énergies, ces compétences dont on a absolument besoin pour venir compléter nos savoir-faire, nos compétences et répondre aux challenges. C'est d'autant plus vrai que ce que je suis en train de vous dire est encore plus problématique. On a des petits et moyens cabinets où, moi je suis cabinet non OIP, de territoire. Faire venir un spécialiste de la RSE, voire même du digital, dans mon cabinet, encore faut-il que je trouve, que j'arrive à le faire venir au fin fond de l'Orne dont je viens, que ensuite je lui donne assez de business, parce que du jour au lendemain, je ne vais pas avoir 50 000 missions RSE sur mes petits moyens dossiers, d'accord, que je le forme, que je prenne le coup, que je développe une offre de service, c'est pas rien. Et quand est-ce que je vais le rentabiliser? Et encore, comment je vais le faire venir? Donc se pose la question aujourd'hui de comment on va pouvoir mettre à disposition ces compétences aussi par des partages, un hub, une plateforme, soit une plateforme de commissaires aux comptes ou d'auditeurs qui se rendent disponibles dans un territoire, voire même d'experts spécialisés qui pourront nous aider sur ces enjeux-là parce qu'on aura bien besoin. L'enjeu, c'est l'accès pour tous à la compétence et aux ressources. Parce que, encore une fois, il va y avoir de plus en plus de besoins, de plus en plus de demandes, et souvent, quand j'échange avec vous, vous ne me parlez pas de l'impact, hein. Vous me parlez de déjà comment on va faire pour répondre à tout notre boulot qu'on a, pour faire déjà les mandats qu'on en a, et comment on va faire en plus. Il y a des demandes, il y a même des clients, il y a un certain nombre qui me disent, moi je refuse des clients, parce que je ne veux pas accepter un client si je ne suis pas capable de le servir. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Mais, une fois qu'on a dit ça, une fois que je suis en train de vous affirmer, et là aussi, l'ordre a la même problématique, que la filière comptable et financière ne permettront pas d'alimenter nos cabinets avec les compétences à la fois en volume et en valeur, c'est-à-dire par le nombre de personnes qui seront capables de venir dans nos cabinets, mais aussi avec les compétences dont on a besoin. Il fallait qu'on réfléchisse et qu'on redynamise toute la filière de l'audit et qu'on reprenne la main sur cette filière. L'idée, c'est de dire comment on peut vivre avec une profession qui a chaque année entre 25 à 40 les très bonnes années diplômés du CAFCAC. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Comment on fait pour nous ouvrir et faire que des jeunes qui viendraient, moins jeunes d'ailleurs, peu importe, d'un master développement durable, d'un bachelor système d'information, d'un bachelor cybersécurité, d'un spécialiste du droit international, j'en sais rien, peu importe, ou de l'intelligence artificielle, comment faire que ce jeune, il vienne chez nous? En lui demandant, s'il veut passer le CPCAC, déjà d'être le meilleur des auditeurs, d'être un grand spécialiste du droit, d'être capable de faire peut-être mieux que nous, avant de lui dire, oh, attends, t'as intérêt à montrer patte blanche avant de venir, on va te faire un examen écrit, etc. Puis, éventuellement, après, dans 3 ans, tu reviendras pour passer un CAFCAC, pour voir si on te donne le droit de signer. Et ça, c'est une profession qui se ferme, qui fait ça. C'est pas une profession qui s'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On a dit, c'est fini. J'ai demandé à ce que le CPCAC, ce soit plus un écrit. Je ne demande pas à ce que CPCAC, ce soit une sorte de barrière à l'entrée d'une profession, mais plutôt de dire à tous ceux qui viennent justement d'autres horizons, vous avez une compétence dans un domaine et vous avez le sentiment que faire vivre cette compétence dans les métiers de l'audit légal et d'apporter un rôle sociétal fort, ça a du sens pour vous, et bien venez, nous on va vous former à notre métier. C'est notre responsabilité à nous de former les jeunes à notre métier et pas à nous de leur imposer de venir déjà formés avant de les accueillir chez nous. Ça n'a pas de sens.
Donc le CPK, c'est un oral ouvert à tous les grades master, voire même au bachelor, parce que on a décidé donc de réformer le CPK et de les accompagner pendant 3 ans en créant une école de l'audit. Parce qu'on voyait bien que ces jeunes qui passaient le CPK, qui rentraient en stage, personne ne les suivait. Donc, faut pas s'étonner quand on avait 100 qui avaient le CPK, qu'on les retrouvait 20, 4 ans plus tard, qui passaient le diplôme. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Il fallait leur tenir la main, les accompagner. Il fallait que la profession soit à leur côté. Donc, on a créé ce diplôme, ce cursus, qui va avoir lieu à Paris et dans les territoires via le DU Audit, un diplôme universitaire, de façon à les accompagner à apprendre le métier de l'audit et que nous, les professionnels, nous les sachants, on ait la main pour justement leur donner les compétences dont on a besoin pour nos cabinets et pour nos clients. Et l'idée, c'est de leur dire, même si tu n'es que bachelor, eh ben, on ne va pas te dire non parce que tu n'es pas grade master. Et on est en train de passer un partenariat avec les IAE pour que même les bachelors passent le fameux master administration des entreprises et le grade master très vite et puissent accéder à nos cursus de formation. C'est au-delà d'une reprise en main, enfin voire même une prise en main définitive de la filière de l'audit, de la profession sur sa filière clearing, c'est une façon de nous ouvrir et de faire venir ces compétences vers nous. Il ne faut pas les attendre. Alors, moi, je partage tous ceux qui viennent me voir en me disant, Yannick, c'est bien, la communication attractivité, c'est génial, les spots et tout ça, etc. Mais on peut faire tous les spots du monde, tous les plans de campagne, de réseaux sociaux, etc. Si on ne crée pas les conditions pour faire venir ces jeunes vers nous et qu'on ne leur explique pas pourquoi, non seulement ça a du sens de venir chez nous, mais comment on les accompagnera jusqu'à cette démarche-là, ils ne viendront pas jusqu'à nous. À tel point que si on prend nos actions d'attractivité pour sensibiliser les jeunes lycéens, ensuite les faire venir après leur master ou après un bachelor vers chez nous, même quand ils sont diplômés, ils ne s'inscrivent pas. Dans vos cabinets, il y a des jeunes qui sont diplômés et qui ne s'inscrivent pas à la compagnie. Et bien ça, c'est une erreur que la profession a faite depuis des années. Et quand on réfléchit, quand on va les voir, ils disent « Ah bah oui, mais tu comprends, il y a le coût de la cotisation, puis il y a les fameuses obligations de formation, puis si je ne les respecte pas... la règle sur les doigts. » Alors du coup, c'est pas attractif. Là, on s'est dit « Mais attendez, ces jeunes, 7 ans, 7 longues années entre le moment où un jeune a décidé de passer ce diplôme et que moi, personnellement, je ne rêvais qu'une chose, quand j'ai décidé de passer ce diplôme, c'est pour exercer. C'est pas pour attendre 7 ans avant de pouvoir signer un mandat. C'est pas pour attendre 7 ans pour rencontrer mes consoeurs et mes confrères. Je n'avais qu'une envie, je piétinais d'être inscrit pour rentrer dans ce que j'appelle justement, on est des confrères, des consoeurs, dans une profession qui a du sens. Et donc on a mis en place le plan jeune, je le dis parce qu'on a encore des jeunes qui disent ne pas connaître. Ce plan jeune, c'est quoi? Tu es diplômé depuis 1 an, allez, 1 an et demi, 2 ans, tu t'inscris à la compagnie, enfin, H3C, parce que maintenant l'inscription est tenue, la liste par l'H3C. La cotisation nationale est gratuite. Souvent, la compagnie régionale nous suit et rend aussi la gratuité. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, je crois que c'est le cas. La formation est gratuite. Tu viens aux assises, tu es pris en charge. Tu viens à la Journée nationale des associations et fondations. Et surtout, tu viens à notre rencontre. Tu viens avec nous, tu viens dans nos AG, tu viens voir qu'en fait, les cas qui sont des gens sympas, ils ont plein de boulot, qu'ils ont plein de projets, qu'ils ont des clients très intéressants et que c'est un beau métier. Et que tu ne vas pas attendre 10 ans avant de pouvoir l'exercer. Et l'expérience montre que plus ils viennent vite dans la profession, plus ils ont vite des missions et ensuite des mandats. En plus, on a une chance, c'est que maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un mandat de cadre pour exercer en tant que commissaire aux comptes, puisque on peut avoir des missions ponctuelles et donc on peut travailler en tant que commissaire aux comptes sans avoir forcément un mandat au début. Et c'est notre rôle de les faire bosser, ces jeunes. On pensait en avoir entre 50 et 100 la première année. On vient de passer les 180 jeunes qui viennent de s'inscrire. Et on a encore, là je fais le tour de toutes les assemblées, j'ai encore des gens qui viennent me voir. Monsieur Olivier, vous croyez que j'ai le droit? Moi je me suis été diplômé en fait il y a 18 mois. Alors sachez que la règle c'est diplômé depuis moins d'1 an, mais s'ils demandent une dérogation au Bureau national parce qu'ils ont été diplômés il y a 2 ans, on va leur donner. Parce que l'objectif là encore c'est de nous ouvrir. Ouvrir la profession à ces jeunes motivés. On a besoin d'eux, on a plein de boulot. Donc j'appelle au peuple, si vous avez parmi dans vos cabinets des jeunes qui vont être diplômés ou qui sont diplômés depuis peu, ils sont les bienvenus dans notre belle profession et on fera tout pour les garder et les intégrer dans notre sujet. C'est que comme ça qu'on relèvera le sujet. Donc vous voyez que nos plans d'action, la première promotion de l'école de l'audit, on devrait l'avoir en octobre 2023.
Les premières mises en place des promotions des DU dans les territoires avec les IAE, on ne sait pas. Peut-être 2023, au plus tard 2024. On va créer un label aussi pour valoriser le sujet. On veut aussi créer des DU d'une année sur les spécialisations. J'ai un auditeur qui est pas mal, que j'ai depuis 10 ans avec moi, qui est à mes côtés, qui voit bien qu'il y a un enjeu RSE. Je le mets dans un DU RSE qui va me permettre de faire à 10-15 jours de formation, qui va se spécialiser, mais dans un DU qui n'est pas porté par des universitaires qui ne connaissent pas, par un DU qui est porté par la profession avec les universitaires par rapport à nos besoins. Ce qui n'existait pas. Hein. Jamais la profession ne s'est appropriée de la formation initiale. Nous nous sommes juste appropriés très fort la formation continue. Ça, par contre, on est très très bon là-dessus. Mais on n'avait jamais anticipé cette idée de reprendre la main sur la filière de l'audit. Ce sont quelques exemples que je vous donne, donc les plateformes, la mise en commun de compétences, les liens, les hubs, la filière de l'audit, le plan jeune. Ce sont tout un certain nombre d'actions où on a demandé à toutes les commissions de la compagnie de travailler, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire comprendre à tout le monde que ce challenge qui est le nôtre et l'avenir qui nous est promis n'aura de sens qu'à partir du moment où dans nos cabinets, il y aura une réalité, il y aura de l'énergie, il y aura de la ressource et de la compétence pour répondre à ce challenge-là. Pour gagner, je le dis, je le redis, pour gagner le combat de la certification de l'extra-financière, je me suis engagé pour vous. J'ai dit, vous inquiétez pas, en 2024, la profession répondra présent et il y aura des professionnels. Parce que là aussi, ça a été très bien dit. Les OTI, on va avoir peur des OTI. Ils ne savent pas faire notre métier. Jamais ils sauront faire. Même s'ils voulaient, mais ils vont se casser le nez. Monsieur le Président, vous savez très bien, on ne sait jamais. Oui, mais il ne faut pas vivre avec la peur. Moi, je pense que la peur n'est jamais une bonne conseillère. Par contre, il faut savoir valoriser nos compétences. Et on est très bon. On connaît parfaitement notre métier. Et personne ne peut du jour au lendemain nous remplacer. Alors, il faut être prudent, je suis d'accord. Il faut être prudent. Vous avez raison d'être prudent. Mais du coup, on sera d'autant plus fort qu'on aura la ressource, qu'on aura la compétence et qu'on répondra présent à l'enjeu. À Bercy, je leur ai dit, hein, vous savez, quand il a fallu qu'ils nous défendent pour la discussion dans le trilogue, ils ont dit, hein, monsieur Olivier, vous êtes sûr, hein, parce que nous, on a besoin qu'en 2024, il n'y ait pas une seule entreprise dans les territoires qui vienne nous voir en disant, j'ai personne qui veut me certifier mes données extra-financières. Parce que l'enjeu, c'était quand même la France qui a poussé très fort ce texte et en est toute l'Europe avec elle. Nous serons regardés et scrutés de très près. Et au niveau de l'institution, on a dit, mais non, mais nous, on est prêts. On a les femmes, les hommes compétents qui savent faire ce métier-là, qui savent ce que c'est que l'audit, qui savent analyser les risques et qui savent ce que c'est que les process, qui a même une information, qu'elle soit comptable ou qu'elle soit chiffrée ou qu'elle soit extra-financière. On a ces compétences-là et on sera capable de répondre à ce challenge. C'est pourquoi nous avons massivement travaillé sur un plan de formation avec plein de sujets différents, plein à votre disposition avec des plans d'aide. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos assises, les 8 et 9 décembre prochains, où je vous annonce que je crois que c'est du jamais vu, on est à 1 mois et demi de l'événement à peu près, presque 2 mois, on a déjà plus de 850 inscrits, c'est jamais vu en région, et tant mieux, mais il y a encore de la place, venez, où on va parler de ça ensemble, on va parler de comment ensemble la profession va se mobiliser, et va d'abord s'intéresser, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est du concret, vous, les cabinets, nous, comment on va réussir dans nos cabinets à mettre en place cet enjeu-là. C'est ça dont on va parler les 8 et 9 décembre ensemble. Donnons du sens, donnons du concret, répondons positivement à ce challenge, parce qu'on a toutes les forces pour le faire, avec l'aide de notre régulateur, au service d'une profession qui aura enfin fait sa mue, parce qu'en fait c'est comme ça que je le présente, on ne se sera pas transformé, on ne sera pas devenu d'autres, on est resté les mêmes, simplement on a fait vivre nos savoir-faire au service d'un enjeu sociétal encore plus large, et je suis sûr que vous relèverez le challenge avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'ai pas parlé de contrôle qualité, j'ai pas parlé de normes, j'ai pas parlé de toutes ces choses passionnantes que le sujet disciplinaire. Je voudrais surtout vous parler de vous et de vos cabinets et de la dynamique et de l'avenir qui est devant nous, et de vous dire, ayez confiance, on va y arriver et on a plein de choses vers nous. Oui, monsieur. Monsieur le Président, on est vraiment ravis de voir qu'effectivement, il y a un travail qui est fait pour, entre guillemets, maintenir la profession. Mais il y a mon confrère qui voulait poser une question et qui n'ose pas. Il dit, ce qui a été fait pour les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose à penser pour ceux qui sont en fin de parcours, si jamais ils prolongeaient de 2 ans, 3 ans? Tu veux dire pourquoi? Pour savoir, pour les options sur l'audit, sur... La cotisation, la formation, les heures de formation aussi. Alors,
Ceci dit, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, en fait, on a quand même... on dit les professionnels qui s'arrêtent. Moi, j'en vois beaucoup parce que je les ai, les statistiques de la profession. Quand on regarde la pyramide des âges, je pense qu'on l'aime, ce métier, hein, parce qu'on l'exerce très très tard. Et donc, c'est vrai que du coup, il faut continuer à suivre les formations, etc. Alors, là où ce qui est intéressant dans votre question, c'est que fait la compagnie aussi pour favoriser l'accès à la formation. Et vous le savez, ou je le redis, on a mis en place beaucoup d'actions pour justement répondre à l'obligation de formation. On a multiplié les conférences, mais on a aussi transformé beaucoup de conférences en formation. Pourquoi ? Parce que souvent, on voyait que les professionnels se faisaient piéger. Ils avaient fait assez d'heures, mais en fait, la répartition entre formation, conférence, animation n'était pas favorable, et donc du coup, ils se faisaient piéger à cause des plafonds. Alors, on a d'abord mis en place, c'est-à-dire les assises. Je vous le dis, quand vous inscrivez aux assises, avant, c'était de la conférence. Vous n'aviez pas d'heure de formation. Enfin, pas de la formation au sens des 20 heures. Maintenant, c'est de la vraie formation. Puis en plus, gratuitement, si vous inscrivez aux assises, vous avez de fait jusqu'à 15 à 16 heures de formation parce que vous avez aussi accès gratuitement au e-learning qui va avec. Donc pour quasiment 3 francs 6 sous, vous avez déjà répondu à 3/4 de vos obligations de formation liées à l'audit. La journée nationale des associations et fondations, qui est une très belle journée, très prisée, on a quasiment 500, 600 confrères qui viennent, est devenue une formation. C'est-à-dire que là où c'était des heures de conférence, vous n'avez rien à faire. Maintenant que vous inscrivez, vous avez des heures de formation. Et puis plus loin, il y a peu de temps, avec André-Paul Paillon, qui est en charge de ces sujets-là, il y a eu un échange avec le H3C pour qu'on réforme un peu le système des formations. Justement pour voir comment on pourrait augmenter les plafonds sur certaines formations, par exemple les sujets de conférences, d'animation, de formation. Et puis, on est en train de réfléchir aussi à une forme de compte épargne formation qui serait un peu simple à utiliser. Je vous le fais très rapidement. Imaginez que sur une période triennale, et dans cette période triennale, vous avez suivi un cursus de 10 jours ou de 7 jours sur la RSE. Le problème avec le triennal, c'est qu'une fois que les 3 ans sont passés, là, ça vous fait un vide. Hein. L'idée, c'est de dire, j'ai peut-être fait 135 heures de formation de 120. Les surplus, j'en fais quoi ? Rien, j'ai répondu à mon obligation, mais l'année d'après, j'ai les faits du triennal. Possibilité de les mettre dans un compte épargne formation, et de pouvoir, si 2 ans ou 3 ans plus tard, si je suis plutôt qu'à 115, parce que là, j'ai pas fait autant, réutiliser ce sujet-là. L'idée, c'est de favoriser, de vous simplifier la vie, et que vous puissiez montrer à notre régulateur que nous sommes des gens sérieux, parce que nous le sommes, et que justement on ne soit pas actuaire, parce que moi je trouve qu'il faut être actuaire aujourd'hui pour s'y retrouver dans les méandres des plafonds, etc., avec l'histoire de formation. Donc oui, on fait aussi des actions pour les plus expérimentés, aussi pour la faciliter l'accès à la formation. Et puis éviter de faire son habilitation parce qu'il manque 2 heures de formation. C'est Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame le Président a eu plus de succès que moi. Hein. Oui, oui, monsieur. Attendez, on va peut-être... le micro arrive en courant. Prévoyez-vous de réformer le CAFCA ? Alors, c'est ce que je vous ai dit, oui. Mais alors, le CAFCA en tant que tel, je ne peux pas y toucher parce que c'est pas moi qui ai la main dessus. Oui, alors, on est en train de faire... En fait, on a les épreuves en tant que telles, on peut toucher un peu sur les thèmes, et elles ont évolué. Pierre, le directeur de cabinet qui est ici, Pierre Berlioz, me dit qu'effectivement, on peut changer un petit peu le fond, mais d'abord, on a fait plusieurs choses. D'abord, on a demandé la reconnaissance au RNCP, parce que ça permet aussi l'accès à des prises en charge pour les cabinets, pour ceux qui font la formation CAFCA. Mais rien que ça, c'est déjà pas rien. Deuxième élément qu'on est en train de mettre en place, parce que dit Pierre, on est en train de faire très attention, on a demandé à ce que, justement, le contenu des examens soit les plus adaptés et évolue dans le bon sens. Et ça, je peux vous assurer qu'on a des échanges réguliers avec la présidente du jury et avec ceux qui participent à la construction de l'examen pour que ça soit plus pertinent et plus efficace. Et puis, troisième élément, qui est peut-être le plus important, le fameux DU dont je vous parle tout à l'heure, qui sera d'ailleurs subventionné par la compagnie, ce qui fait que le coût de la formation sera vraiment le plus minime possible. On parle de 2 500 € par an, ce qui est en gros là où certains disent que c'est 5 ou 7 000 € par an. Va intégrer en son sein une préparation au CAFCAC. Ce qui veut dire que le jeune qui va avoir son CPCAC, qui va rentrer dans le DU, que vous allez pouvoir fidéliser
avec un coût très limité, puisqu'on va subventionner pour que le coût soit le plus faible possible. Va, en même temps qu'il va se former à l'audit, va vraiment continuer à apprendre son métier avec une formation très opérationnelle, être formé pour préparer le concours. Parce qu'une des raisons majeures des échecs au CAFCAC, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que nos jeunes sont mauvais, c'est parce qu'en fait, on leur tient pas la main pour les préparer. Regardez, vous connaissez tous la filière comptable, qu'est-ce qui se passe? Tous les masters CCA qui n'ont pas l'équivalence des UV, ils ont un petit module préparation aux UV du DSCG. Nous, on n'a pas ça. Et bien en fait, on va pouvoir l'intégrer dans le sein du DU pour justement les préparer. Et puis une fois que vous connaissez l'esprit d'un diplôme, que vous êtes un peu formé, que vous savez un peu les sujets qui tombent, vous verrez que les taux de réussite vont être plus importants. Mais c'est une très bonne question. Je vous en remercie. Ah, on pense peut-être pas à tout, hein, on essaie de faire le maximum. Mais je terminerai sur ce que disait Grégory. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est pas les normes, c'est pas notre régulateur maintenant, ça y est, c'est mis en place, les relations, il y a un dialogue, même si on n'est pas d'accord sur tout, etc. C'est une force. L'enjeu pour notre profession, ça sera notre capacité à être attractif, à gérer l'humain, à trouver les bonnes équipes, à rééquilibrer la situation où on sait, soyons honnêtes, ça tire sur les équipes en ce moment, ça tire très fort et ça ne peut pas perdurer. Donc il faut vraiment qu'on essaye dans les mois à venir de trouver des solutions pour en sortir de cette difficulté-là et justement redémarrer la dynamique. On n'est pas les seuls à le subir, mais c'est notre responsabilité d'agir au maximum pour favoriser. Tout ce que je vous ai exposé sur l'école de l'audit, ça va prendre du temps avant d'être ressenti dans les cabinets, mais il faut le faire. Il faut à un moment donné lancer la dynamique pour qu'elle puisse trouver une réalité dans les années à venir. Oui, une question là-bas. Moi, je suis très jeune, mais... je suis inscrit depuis 2 ans, et mon frein à l'entrée à la profession, c'est trouver des mandats. Parce que j'ai trouvé 4 mandats en 2 ans, mais des mandats tout petits d'association, et en gros, j'ai 12 000 € d'honoraires en mandat. Bon, alors j'ai l'expertise à côté, hein, donc je m'en plains pas, mais c'est vrai que le frein à l'accès à la profession, c'est de trouver des mandats, c'est pas évident. Ou je m'y prends mal, peut-être. Alors d'abord, bravo, parce que en fait, c'est ce que je vous disais, souvent, un jeune me dit que pour avoir son premier mandat, il prend plutôt entre 5 et 7 ans. Donc vous avez démarré, vous en avez déjà 4. Et alors après, je vous parle d'expérience. Souvent, au début, on a l'impression que ça démarre tout doucement, on en a 2-3, puis d'un seul coup, hop, ça va démarrer, parce que vous allez aussi faire du réseau, vous êtes là, vous faites du réseau, vos confrères, vos consoeurs vous appréciez, puis ils vont se dire, tiens, il a pris la parole à l'AG, il a l'air bien ce jeune, et puis un jour, tiens, il me faut un coca, ou tiens, il a fait de l'associatif. Vous voyez, vous venez de poser une question, tout le monde a entendu que vous saviez faire du CAC associatif. Il y en a peut-être dans la salle qui ont des dossiers d'expertise où un CAC arrivera, et ils vont vous appeler. Donc vous auriez même dû dire votre nom. Voilà. Non mais, en fait, c'est exactement ce que je dis. D'abord, bravo, parce que justement, vous en avez déjà 4, c'est un premier pied à l'étrier, et c'est déjà une forme de légitimité que vous avez parce que vous avez déjà exercé. C'est vrai qu'on se rend compte que ça monte progressivement, mais quand on regarde les statistiques de la profession, vous savez, il y en a, sur les 12 000 professionnels, il y en a 5 000 qui n'ont pas de mandat. Hein. Donc déjà, vous êtes dans ceux qui sont... Alors je vous souhaite que très vite, vous passiez à 4, à 10, à 15, à 20, ça va venir, n'ayez aucun doute. Et puis, surtout, si je peux me permettre, vous êtes déjà CAC en tant que commissaire en compte qui certifie, et regardez tout ce qu'on vient d'évoquer, les missions cyber, les missions RGPD, les missions de diagnostic, Diag RSE, vous êtes jeune, vous connaissez, vous, les aspects digitaux, numériques, vous devez être très, très sensible à ces sujets-là. N'hésitez pas à pousser auprès de vos clients des missions de diagnostic en tant que commissaire en compte, proposez-les aussi peut-être à tous ces confrères, parce que dans le lot, il y en a peut-être qui se disent, et je les connais, oh bah moi le numérique c'est pas pour moi, je vais pas aller m'aventurer dans un domaine, mais il peut se dire tiens, si je connais un confrère qui est bon et qui pourrait apporter de la valeur ajoutée sur mon dossier, il est sympa, il va pas me le piquer, mais je peux le faire bosser. C'est ça le partage de compétences que j'évoquais tout à l'heure. Et donc peut-être travailler aussi à Diag RSE, Diag Cyber, etc. Les outils de la compagnie sont... Vous savez qu'on a pris une décision importante aussi. J'en avais marre que la compagnie, je sais pas pourquoi, fasse payer ses outils. L'institution, vous payez des cotises déjà. Donc on a donné la gratuité totale de tous les outils. Tous les outils de la compagnie sont désormais gratuits. Et pourquoi ? C'est pour que ça facilite notamment aux plus jeunes l'accès à tous ces outils de diagnostic qui servent à vendre des missions auprès de vos interlocuteurs, de vos dossiers, etc. etc. Donc, d'où l'intérêt de créer les conditions de l'échange, du partage. Donc, mais bravo, parce que c'est pas si simple. Et moi, comme vous, j'ai démarré par l'associatif. C'est souvent un bon point d'entrée. Donc il y a un confrère disponible, si vous manquez, si vous avez trop de boulot.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention en tout cas. Merci beaucoup Yannick pour ces propos optimistes et aussi très concrets, puisqu'on sent bien que même au national, vous n'êtes pas du tout déconnecté du terrain, et je pense que depuis le début de ta mandature, tu as mis en place des choses qui permettent d'avoir l'information du terrain. On a les réunions de présidents tous les mois, donc c'est vrai que tu es vraiment à l'écoute de ce qui se passe, qui permet aujourd'hui de vous parler de nouvelles missions, de problèmes de recrutement, et ça c'est grâce à ce que tu as mis en place depuis le début de la mandature. On a Vincent Régnier, qui est président de Paris, qui est là, et puis on a des représentants d'autres régions, ce qui prouve bien qu'il y a vraiment une cohésion entre toutes les compagnies régionales, et ça c'est à votre service. Je vais remercier Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Yannick, merci, Pierre, merci d'être venu. On va faire une petite pause d'une demi-heure avant de se retrouver ici pour la conférence de David Le Glaner. Merci et à tout à l'heure.